Bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo au jardin fermier Les 1000 idées sur la chaîne 100% récup nature et autosuffisance. On est le mercredi 12 avril, il est maintenant 10 heures et petite vidéo une fois de plus pour vous montrer le développement et la croissance des plantes ainsi que quelques petits conseils. Au niveau des tontes, et pour économiser des tontes, garder une herbe assez verte au fil des saisons. Et quelques petits conseils aussi pour vous faire économiser de l'eau, de l'arrosage et essayer de garder un maximum son jardin en bonne santé quand il y a des grosses chaleurs. Donc, bon, on va se faire une petite promenade hein, comme d'habitude. Je peux pas m'empêcher de vous faire voir à quel point c'est gratifiant de travailler en écoutant son jardin. Donc, bon, comme vous pouvez voir déjà en premier lieu le buisson jaune que je vous avais expliqué. Donc, on a passé juste quelques jours par rapport à la première vidéo. Et comme vous pouvez le constater sous vos yeux ou à travers les images, donc ce buisson jaune dont je vous ai tant parlé, ça y est, il arrive quasiment à l'apogée de sa floraison. Et comme vous pouvez voir, comme je vous l'avais expliqué, on a vraiment un très gros volume de fleurs jaunes réparties sur une espèce de forme de boule. Donc ce qui met tout de suite beaucoup de peps sur l'angle de cette partie-là. Sans oublier que par la suite on aura le rosier rose qui le surplombe et qui va pas tarder à fleurir. Donc comme je vous l'expliquais, on aura encore une fois de plus un mélange de couleurs, un visuel juste éblouissant quoi. Donc bon voilà pour ce que je voulais vous expliquer. Les lilas c'est pareil, ils arrivent tous à leur apogée de la floraison. Donc ensuite ce que j'ai fait, oui il y a encore beaucoup de choses à expliquer. Le romarin a encore pris beaucoup de croissance, comme vous pouvez voir, hein. D'où ce que j'expliquais au travers de mes vidéos. Même si c'est des plantes ou des arbustes qui sont prévus pour accepter beaucoup de soleil, ça vaut le coup des fois de réfléchir à un emplacement stratégique et de leur proposer un peu d'ombre, même si ils sont prêts à supporter beaucoup de soleil. Et puis, ça vous offrera une fois comme vous pouvez le constater, des résultats un peu hors normes. Juste le fait d'avoir un petit peu d'ombre, hein. Donc, comme je le disais, même si les plantes sont prévues ou les arbustes sont prévus pour recevoir des grosses quantités de chaleur, un peu d'ombre ne leur fait jamais de mal. Donc ensuite, j'ai implanté les cœurs de Marie dans le nouveau bassin floral, qu'on va aller voir après. Mon premier bassin à fleurs, il est en très bonne évolution. Donc les arômes ont bien pris le dessus, comme vous pouvez voir, encore en quelques jours, hein. Les glaïeuls, c'est pareil. Ils sont très très bien sortis. Les tulipes noires, c'est pareil. On en a une qui va pas traîner à fleurir. Donc oui, elles sont un peu petites parce que je les ai plantées un peu tardivement. Mais elles vont quand même m'offrir une fleur. Les pivoines, c'est pareil. Elles grandissent bien en l'espace de quelques jours, hein. Et donc pour le reste, c'est pareil, hein. On a d'autres tulipes et les arômes qui sont bien en avance, qui poussent bien. Donc ensuite, je vais vous montrer l'implantation des cœurs de Marie. Donc là aussi, mes petits conseils, si vous ne le savez pas, il est important de laisser tremper vos plantes en pot avant de les transférer en terre. Et là aussi,
quand vous devez effectuer des transferts ou des plantations, essayez de vous arranger pour effectuer votre plantation ou votre transfert plutôt en fin de journée, quand le soleil est couché, ou le matin très tôt avant le lever du soleil, donc juste quand le soleil est très faible, ce qui augmentera grandement la résistance et la capacité d'adaptation de vos plantes si vous les plantez à ces moments-là, dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Donc après, pourquoi en fin de journée? Parce que une fois que déjà vous les planterez en fin de journée, elles vont mieux supporter le soleil le lendemain matin. Elles ont eu toute la nuit pour se reposer et s'adapter. Et l'arrosage que vous aurez effectué au moment de la plantation s'évaporera. L'eau va s'évaporer 10 fois moins vite dans la nuit que si vous le faites le matin, une fois que le soleil est levé. Ce qui paraît logique, mais tout le monde des fois n'en a pas conscience, donc c'est important de vous le signaler. Donc voilà, les 2 cœurs de Marie ont été plantés. Donc au premier coup d'œil sur les feuilles, on voit qu'elles sont pas trop fatiguées. Elles sont très très bien ouvertes. Je dirais même qu'elles ont récupéré du tonus et de la coloration. Donc ce qui laisse présager encore une fois que j'ai choisi le bon moment pour les transférer et pour les arroser. Donc là aussi, hein, il est très très important quand vous plantez en terre, ne surtout pas mouiller le feuillage et arroser plutôt autour du pied, même si c'est en fin de journée, parce que la nuit, étant donné que le taux d'humidité change, si vous touchez le feuillage avec l'arrosage, elles vont garder des gouttes d'eau sur elles, et une fois que le soleil va sortir, ça va brûler le feuillage. Donc arrosez bien autour du pied, pas sur le feuillage, et laissez la rosée du matin faire l'arrosage du feuillage, et vous verrez encore une fois que vous aurez des résultats très satisfaisants et des échecs moins cuisants, quoi. Donc voilà, ensuite on va aller jeter un petit coup d'œil au rhododendron. Donc comme je vous l'ai expliqué, hein, il y a quelques jours encore, il commence à déclarer sa floraison. Et là, maintenant, ça y est, vous allez voir encore une fois, en quelques jours, les fleurs se sont ouvertes, pas toutes, mais encore une fois, grâce à l'emplacement stratégique, je le rappelle, hein, qu'il faut faire, je pense qu'on a obtenu 100% de réussite sur le transfert et la plantation de cet arbre. Hein. Donc voilà, regardez. Donc je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 jours d'intervalle avec la première vidéo. Et comme quoi déjà, en 3 jours, on a vraiment des évolutions qui sont énormes quand on arrive à bien trouver le bon emplacement d'une plante ou d'un arbre. C'est très important d'y réfléchir. Pour ça, il vous suffit d'observer votre jardin, de passer du temps dessus, voir comment le soleil et les vents, les pluies évoluent au rythme des journées. Des fois, on ne trouve pas tout dans Internet, mais il suffit simplement d'observer son jardin et comment la vie évolue sur votre jardin et les saisons aussi. Donc voilà un peu, après on ira voir la glycine, parce que là aussi vous allez voir qu'en quelques jours, l'évolution elle est énorme, une fois de plus. Et donc alors ce que je voulais vous dire, en ces périodes qui deviennent de plus en plus difficiles, tant la chaleur grimpe vite au niveau du thermostat,
J'en vois encore trop souvent la journée arroser le matin abondamment en grande quantité sans réfléchir aux conséquences qu'il peut y avoir par rapport au manque d'eau et sur les plantes hein, surtout. Parce que bon, quand je me promène ou quand je vais sur mes chantiers, j'en vois qui sortent les tuyaux d'arrosage et les agriculteurs aussi, hein, et qui arrosent abondamment engrangés sur toutes les plantes. Alors ça, c'est vraiment des choses qu'il faut éviter de faire tant que vous pouvez. C'est vraiment le pire des arrosages à faire. C'est quelque chose que je ne comprends toujours pas. Donc pour contrer ces problèmes et pour pouvoir arroser intelligemment, j'ai envie de dire, donc déjà favoriser vraiment en priorité les arrosages en fin de journée, vraiment, parce que c'est là que en fait votre jardin, vos plantes, vos fleurs, vos plantes de légumes, vos fruitiers, c'est là où vraiment ils vont pouvoir engranger et garder un maximum d'eau durant la nuit. Donc voilà, déjà ça y fait beaucoup quoi, d'arroser le soir juste avant, une fois que vous avez fini votre journée, ou même après votre repas du soir, une fois que le soleil commence à se coucher. Si vous devez arroser à ce moment-là, je vous en prie, s'il vous plaît, faites l'effort. Ça va vous faire économiser énormément d'eau. Et ça va diminuer grandement l'évaporation de l'eau durant la journée. Voilà, ça c'est la première parenthèse faite. Ensuite, le paillage. On va parler un peu du paillage. Donc, effectivement, si vous avez déjà la possibilité de récupérer de l'herbe de tonte ou du paillage pour pouvoir le disposer au sol ou autour de vos fruitiers, plants de légumes ou plantes, faites-le, c'est très très important. En gardant bien en tête que je vais un peu, ce que je vais vous expliquer, ça va briser un peu les codes de ce qu'on connaît. Alors oui, encore un petit point de vue sur l'arbre que je vous ai montré il y a 2-3 jours dans ma vidéo. Et je vous expliquais le feuillage, quoi. La floraison est absolument superbe. Donc, pour en revenir à ce que je disais, très souvent, on pense que de mettre du paillage au sol, ça va éliminer la mauvaise herbe ou éliminer la pousse des ronces ou ce genre de choses. Alors, oui et non. Effectivement, ça ralentit beaucoup la repousse de la mauvaise herbe, de l'herbe ou des ronces, mais ça ne va pas éliminer à 100% la repousse des choses indésirables. Bien au contraire, ça risque même de l'augmenter, parce que si vous disposez du paillage au sol, il faut bien avoir conscience que une fois le paillage disposé au sol, ça va retenir l'humidité et empêcher l'évaporation excessive de l'eau. Et en plus de ça, ça va nourrir votre sol. Donc, je suis vraiment désolé si je casse un peu ces clichés ou ce qu'on vous a appris. Mais ne perdez surtout pas à l'esprit que mettre du paillage au sol, ça n'empêche en rien la repousse des mauvaises herbes ou des ronces. Bien au contraire, ça peut même dans certains cas augmenter la repousse de tout ça. Le paillage a pour première nécessité de retenir l'humidité et de nourrir le sol. Donc, quand vous faites cette opération-là, gardez-le bien en tête que ça va uniquement servir à contenir l'humidité au sol et à diminuer son risque d'évaporation. Donc moi, maintenant que les chaleurs sont de plus en plus excessives, je le fais enfin. Je dispose maintenant clairement mon herbe tondue.
Donc alors pourquoi là aussi je préfère l'herbe tondue que la paille ou le foin ou autre matière sèche? Parce que l'herbe tondue est faite à plus de 80% d'eau. Donc encore une fois, alors c'est sûr qu'une partie de l'eau contenue dans l'herbe va s'évaporer avec les grosses chaleurs, mais elle va surtout retomber dans le sol la nuit. Donc encore une fois, on va rejoindre aussi l'économie des tontes. Et pourquoi favoriser les tontes en fin de journée? Eh bien tout simplement parce que ça va vous permettre de garder l'eau qu'elle contient et la faire retomber dans vos sols oui, la faire retomber dans vos sols quand vous servez du paillage pour économiser les arrosages. Donc là, encore une fois, euh, si vous avez de l'herbe tondue à disposer sur vos sols et que vous voulez vous en servir comme paillage, essayez de favoriser la fin de journée pour le faire, parce que encore une fois, vous allez diminuer tout simplement l'évaporation qu'elle contient et le sol et les plantes qui se trouvent autour pourront se resservir de cette eau durant la nuit. Donc voilà, encore un petit conseil, j'espère qu'il vous sera propice. Donc ensuite, concernant la tonte. Donc là aussi, souvent, je vois des tontes excessives dans les jardins, sur mes chantiers ou quand je me promène dans les villes. Et ce qu'il en ressort souvent, c'est que les gens se plaignent, ah mon herbe elle est jaune, c'est tout sec, c'est cramé, je comprends pas comment ça se fait. Alors là, moi aussi, j'ai des réponses à ça et des conseils surtout qu'il faudra appliquer. Et j'espère que ça vous sera bénéfique pour pouvoir garder une herbe verte le plus longtemps possible. Moi, rien que l'année dernière, j'ai réussi à garder mon herbe verte jusqu'à la fin septembre. Et il faisait encore de très très grosses chaleurs à ce moment-là. Je fais aucun arrosage sur ma pelouse. Mais je voyais beaucoup de jardins autour de chez moi, on aurait dit de la paille. Mais là aussi, il y a des bons agissements à faire par rapport à ça. Alors déjà, le premier, c'est arrêter de tondre à ras. Voilà, c'est-à-dire au cran le plus bas de votre tondeuse. Alors déjà, ça va diminuer grandement le fait que votre herbe jaunisse. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus importante. Alors je sais que les puristes vont dire oui, mais une herbe bien courte, bien court, c'est quand même mieux, nanani, nanana. Alors oui, c'est sûr. Pour les puristes, une herbe très courte, c'est bien, mais on n'est pas au golf, quoi. On n'a pas besoin d'une herbe à ras la terre pour pouvoir être bien dans son jardin. Surtout que plus vous tondez court, et plus vous allez diminuer la vie sur votre terrain, et plus vous allez augmenter le risque d'assécher votre terrain en coupant l'herbe à ras. Donc il faut savoir quand même que l'herbe, comme elle garde plus de 80% d'humidité en elle, au-delà de vous embêter tout le long de l'année, elle sert surtout à garder votre sol humide et à offrir une protection à votre terre. Donc c'est pour ça que là, moi aussi, encore une fois, quand je ne tonds jamais mon terrain avec le cran au plus bas. C'est vraiment primordial, parce que déjà ça va vous laisser une petite épaisseur agréable sous le pied, comme si vous aviez un petit matelas léger en dessous de vos pieds, et ça va surtout permettre à votre terrain de garder de l'eau et de l'humidité et de ne pas l'assécher. Ensuite, pour les périodes de tonte, donc là encore une fois, je rigole, hein, ça me fait rire, mais j'en vois trop souvent tondre en plein soleil et avec à ras le sol. Donc là aussi,
ne soyez pas étonnés si en l'espace de quelques heures, votre herbe, elle devient toute jaune, quoi. C'est logique. Si vous tombez en période de grosse chaleur avec le cran à ras, automatiquement votre herbe elle va cramer immédiatement, quoi. Donc là aussi, si vous le pouvez et si votre travail ou votre temps dans la journée vous le permet, essayez de favoriser des tontes à partir de 16h ou 17h en fin de journée. Et là aussi, vous verrez que votre herbe jaunira moins après le passage de la tonte, parce que à cette heure-là, on arrive presque à la diffusion de la rosée du soir. Et forcément, votre herbe va moins souffrir ou votre pelouse va moins souffrir de la tonte. Alors que si vous tombez en plein soleil, il est logique que ça va la cramer. Et comme on n'a pas encore l'humidité qui remonte du sol, automatiquement, elle va cramer tout de suite, quoi. Donc là aussi, encore une fois, si vous voulez garder un peu de vie et de verdure sur votre pelouse et éviter qu'elle crame trop, essayez de favoriser les tontes en premier le soir ou le matin juste après la première rosée, c'est-à-dire vers 9h30, 10h en fonction de l'exposition de votre terrain, quoi. Et surtout, arrêtez de tondre à ras au dernier cran et vous verrez encore une fois que des petits changements comme ça font toute la différence sur votre terrain et vous aurez un jardin et une pelouse en bien meilleure santé et vous allez vraiment augmenter les chances de garder une pelouse verte plus longtemps en été. Donc voilà un peu pour ces petits conseils qui vous seront très utiles, je l'espère. Et puis on va finir cette petite vidéo sur les images de la glycine pour vous montrer encore une fois de plus l'évolution qu'il y a eu en l'espace de peut-être 3 jours par rapport à ma précédente vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment énorme. Donc là aussi, comme je le dis souvent, la façon dont on s'occupe de ces plantes est vraiment primordiale. Et ça vaut le coup de vraiment faire plusieurs fois par jour le tour sur son terrain pour voir comment ça se comporte au fil des saisons, quoi. Oui, Fifi. Ouais, déjà, le lilas, qui est encore une fois... Oui, ma Fifi. Oui, ma chérie. C'est crevette. Oui, Fifi. Oui, ma chérie. Oh. Tu dis bonjour à la caméra, Fifi. Hein? Elle vient me taquiner, oui. Donc le lilas. Celui-ci, c'est celui qui est le plus avancé à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais, crevette? Hein? Tu viens me taquiner? Toi aussi, tu veux faire ta star? Hein? Oui. Oui. Eh bien, Fifi, qu'est-ce que tu fais? Donc, le lilas, qui est à chaque fois celui qui sort en premier, et qui est maintenant, lui, à l'apogée de sa floraison, vraiment magnifique. Des belles grappes de lilas, bien grosses, bien aérées. Donc là aussi, ça rejoint toujours ce que j'essaye de vous dire à travers mes vidéos. L'importance de bien s'occuper de toutes ces plantes. Donc là aussi, le lilas, c'est pareil. Si vous le laissez faire à 100%, vous allez avoir un lilas qui va avoir tendance à faire des repousses et des rejets dans tous les sens.
ce qui du coup va l'épuiser forcément. Alors que si vous contenez un peu l'intérieur et que vous laissez un peu de l'air circuler comme on le voit sur celui-là, vous allez avoir tout de suite un buisson ou un arbre bien oxygéné et forcément qui va vous fournir de meilleures fleurs et de plus jolies pousses dans les périodes où il en a le plus besoin pour la floraison, quoi. Donc allez, la glycine, attention, préparez-vous. Donc voilà. Voilà ce que je vous expliquais. On n'est pas encore à l'apogée de la floraison, mais déjà, c'est incroyable. Le volume de fleurs qu'elle m'a fait, c'est juste impressionnant. Et elle est seulement qu'au début de la floraison. Donc là aussi, hein, déjà ne vous y trompez pas. La glycine est une plante grimpante très mellifère. Et donc tous les pollinisateurs vont s'y retrouver. Hein. Ça, je vous le garantis à 100%. Je le vois là sous mes yeux. Du plus gros bourdon noir à la plus petite abeille, tous y viennent. Hein. Mais regardez-moi cette floraison absolument magnifique. C'est incroyable. L'épanouissement de cette glycine est vraiment spectaculaire, superbe. Ça se passe tout simplement de commentaires, quoi. Donc là aussi, hein, la glycine, il faut lui choisir une structure où vous êtes sûr que vous n'allez pas être embêté. Parce qu'à partir du moment où elle se plaît à un endroit, la glycine, elle va vraiment être proliférique à 200%. Donc si vous la mettez autour d'une maison, autour d'une clôture, autour d'une grange, ou réfléchissez bien avant de faire ça. Parce qu'une fois que la glycine se plaît à un endroit, elle a une croissance hors norme, vraiment. Et on peut vite être rapidement débordé par sa croissance et sa pousse. Et elle peut vraiment étouffer tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc moi, là, elle avait vraiment toute la place pour elle, pour pouvoir grandir. Et c'est pour ça que cet endroit-là, encore une fois, est stratégique pour elle, parce que elle va vraiment être gênée par rien autour. Et il n'y a absolument rien qui risque de s'abîmer par la glycine, quoi. Mais regardez-moi la beauté de cette plante. Elle est absolument magnifique. Et là, je viens de m'apercevoir d'ailleurs qu'il va falloir que je rattache une troisième branche là qui est là. Alors là aussi, hein, je voulais avoir 3 rangs, 3 lignes de branchage de glycine. Mais comme les cochons font que de la manger et je pense que c'est un peu méface pour eux, je vais devoir la contenir que sur 2 lignes, quoi. Mais ça n'empêche en rien la beauté de cette plante qui est absolument superbe. Regardez-moi la diffusion de fleurs, le nombre de grappes de fleurs qu'elle m'a fait. Elle est absolument superbe. Et donc quand on arrive par la route depuis chez moi, on voit absolument que ça. Et là, c'est que le début de la floraison. Mais elle est magnifique. Et toutes les abeilles y viennent. Donc ça, c'est encore plus génial. Donc là aussi, hein, avoir longuement réfléchi et avoir pris le temps de réfléchir pour sa structure a été encore une fois une réussite à 100%. Opération réussie.
comme je l'avais annoncé dans mes précédentes vidéos, la glycine va nous offrir vraiment un mur violet absolument magnifique et on va voir que ça en passant devant, quoi. Jusqu'au bout, elle est remplie de fleurs. C'est incroyable. Elle est seulement au début de sa floraison. C'est incroyable. Elle en a vraiment partout. Du début à la fin, on n'a que ça. Et alors la senteur, elle est juste énorme. C'est divin. Ça vous met vraiment une odeur dans les narines et des couleurs pour les yeux. C'est que du baume au cœur en fait, quoi. Bon voilà les amis, voilà la famille. J'espère qu'une nouvelle fois, cette petite vidéo, ces petits conseils vous auront fait plaisir. Voilà, moi je continue de vous tenir informé comme d'habitude. Je continue mes petites explications. Je continue à vous montrer l'évolution et la croissance de notre jardin. Ah oui, on va aller jeter un petit coup d'œil sur la bignonne aussi. Je vous en avais parlé. Donc là, ça y est, la bignonne plus tardive, elle est enfin déclenchée. Donc elle, c'est pareil, je l'avais jamais vue en fleurs. Donc là aussi, hein, ça fait des espèces de fleurs en trompette jaune orangé panachées. Et donc, si tout va bien et qu'elle fleurisse cette année, on devrait avoir ici une structure à côté du puits remplie de fleurs éclatantes qui vont nous en mettre plein les yeux encore une fois. Donc voilà les amis, voilà la famille. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et je continue à vous tenir informé très rapidement de la suite des événements sur le jardin fermier Les 1000 idées. Gros bisous à tous, à très vite, merci de me suivre et merci une nouvelle fois aux 2 abonnés qui sont venus rejoindre ma chaîne YouTube, ce qui monte maintenant le nombre à 172 abonnés. Je vous remercie tous, je vous embrasse tous très fort et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.